7h44, notre invité sur BFM Business et sur RMC Live, c'est Laurent Bach. Bonjour, vous êtes professeur associé à l'ESSEC Business School, vous êtes co-responsable du pôle entreprise à l'Institut des politiques publiques, vous vous passionnez pour les questions fiscales, donc besoin de vous évidemment ce matin. On a eu une lettre hier des organisations patronales, on n'a jamais vu autant d'organisations patronales sur un même courrier. Elles dénoncent 53 milliards d'euros de hausse d'impôts sur les entreprises, trop c'est trop. Est-ce que les chefs d'entreprise et le patronat a raison d'alerter sur les problèmes de compétitivité à venir? Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inventivité fiscale au Parlement ces dernières semaines. Le chiffre de 53 milliards, il est vrai si on sélectionne ces mesures et si on les prend pour argent comptant. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sûr qu'elles seront mises en place. Et notamment la taxe sur les multinationales potentiellement donc, passera pas. Ça fait 26 milliards dont on n'est vraiment pas sûr qu'ils vont atterrir. Donc il y a une incertitude, il y a peut-être une surenchère du point de vue du Parlement parce qu'on sait que lorsqu'on vend de nouveaux impôts, ça se retrouve assez difficilement à la fin. Beaucoup sont annulés par le Conseil constitutionnel. Donc à voir encore à ce stade si on va vraiment arriver à ce niveau. Mais en matière de fiscalité, à quel moment c'est trop? C'est-à-dire que là, il y a un aspect psychologique, de ras-le-bol des débats, de débats qui partent dans tous les sens. La taxe Zuckman n'est pas passée, mais elle laisse une sorte de blessure dans le patronat. À quel moment on dit que la coupe est pleine? Alors, c'est trop... c'est trop lorsqu'en fait, si on appuie sur un peu plus d'imposition, en fait, l'assiette diminue et donc les recettes diminuent. En fait, on n'en est pas encore là. Le problème, il va peut-être se situer sur certains impôts qui sont particulièrement coûteux ou qui ciblent des contribuables qu'on a envie de préserver. Et donc toute la question est de prendre ces choses-là impôt par impôt plutôt que sur un ensemble un peu général qui, après tout, lorsqu'on a une cible de réduire le déficit sur 4 ou 5 ans de 110 milliards, il faut s'attendre à ce que lorsqu'on parle de dépenses ou d'impôts, on ait des chiffres en dizaines de milliards à la fin. Vous avez regardé dans le détail là où on en est dans les débats. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui sera faisable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, ce qui est difficile à mettre en œuvre, c'est évidemment les taxes qui requièrent une coordination internationale, type taxe sur les multinationales. Après, il y a des outils qui ont été proposés, des nouveaux outils fiscaux qui ont été proposés par le gouvernement dans son PLF, dans son projet de loi de finances, qui étaient à la fois modestes et innovants et intéressants. Des outils qui définissent justement des méthodes d'optimisation qui avant n'étaient pas. Et qui, de ce point de vue, sont intéressants, comme la taxe sur les holdings. Donc ça, pour vous, c'est une taxe qui pourrait rapporter, qui est faisable, qui est intéressante parce qu'elle permet de toucher quelque chose qu'on n'avait pas touché auparavant. C'est quoi la différence entre ce fameux patrimoine professionnel, entre le stock, entre le flux? Là, ça touche quoi précisément? Alors là, ça taxe des véhicules de détention d'actifs qui permettent en fait de stériliser l'impact des profits que vous faites sur votre feuille d'impôt personnelle et en particulier lorsque vous ne réinvestissez pas ces profits dans des entreprises réelles commerciales. Donc c'est ce qu'on appelle les holdings patrimoniales, dont il ressort pour la première fois une définition dans ce texte et qui permettrait, s'il était mis en œuvre, non pas forcément de rapporter beaucoup au titre de cet impôt, mais de rapporter plus au titre d'impôts existants, type impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, en faisant remonter de l'argent soit vers les revenus personnels de ceux qui possèdent ces holdings, soit de les faire descendre vers les entreprises réelles. Vous dites la difficulté, c'est comme chez les chasseurs, c'est le bon impôt et le mauvais impôt, c'est de faire la différence entre la bonne épargne active et la mauvaise épargne passive. Est-ce qu'on a des outils objectifs pour faire ça ? Il y a quand même, en fait, c'est une question que se pose le législateur depuis des dizaines d'années. Donc il y a une jurisprudence très importante pour différencier ce qui relève de l'économie commerciale et ce qui relève du patrimonial. Ça a été utilisé notamment pour les pactes Dutreil. C'est une jurisprudence très active qu'on peut renouveler, mais c'est pas une question nouvelle et donc c'est pas une question dont il faut nécessairement avoir peur et se dire qu'elle est impossible à résoudre. On va débattre aujourd'hui de la suspension de la réforme des retraites. Il va falloir aller chercher quand même quasiment 2 milliards sur les 3 prochaines années pour réussir à
financer? Est-ce que on a des bonnes pistes selon vous? Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on est forcément vers un déficit public qui va être de plus en plus profond? Alors, s'agissant des retraites, en fait, l'enjeu d'équilibre se situe pas, en tout cas s'agissant de la réforme de 2023, il se situe pas sur les 1 ou 2 prochaines années, il se situe plutôt à un horizon un peu plus long, à un horizon 2030. Et finalement, ce qui est proposé là, c'est juste un décalage qui va faire en sorte que peut-être pour une génération, il va effectivement y avoir une amélioration notable, la génération 64. Pour les autres générations, en fait, tout est remis à 2027. Et finalement, le coût, pour l'instant, de cette suspension, qui est en réalité un décalage, reste assez faible. Et donc, évidemment, les recettes qu'il va falloir mettre en contrepartie pour 2026 sont elles aussi d'ampleur relativement faible. Elles le seront beaucoup plus si, en fait, cette suspension dure après 2027, parce que c'est là que la réforme prend son envol, si j'ose dire, en termes d'économie budgétaire. Mais 2 milliards de plus quand vous cherchez déjà 110 milliards, oui. Je sais bien que les chiffres n'ont plus de sens, mais quand même, au bout d'un moment, ça s'aggrave. Oui, bien sûr. En fait, on vient de parler justement des 50 milliards, donc de cet impôt de 26 milliards. Est-ce que 2 milliards, c'est beaucoup par rapport à toutes ces recettes dont on parle, ou toutes ces dépenses dont on parle? C'est toujours important. Il y a on pense par exemple à augmenter les prélèvements sociaux sur certains revenus du capital. C'est une des choses qui est proposée. Sur la CSG, avec le souci que c'est pas tout à fait sûr que ça rapporte autant que ce qu'on dit, parce que l'assiette peut diminuer encore une fois. Donc il y a des expédients de cette nature qui peuvent fonctionner surtout pour 1 ou 2 ans. Pour la suite, ce sera plus dur. Ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est que c'est extrêmement compliqué d'arriver au niveau des débats parlementaires à savoir exactement combien va rapporter un impôt, parce qu'on n'arrive pas à prévoir notamment l'assiette qui baisse, le comportement de chacun, la courbe de l'affaire, les gens qui revoient leur fiscalité. Donc c'est très compliqué de chiffrer en fait. Oui, c'est très compliqué. En fait, c'est le métier justement des chercheurs de notre institut, l'Institut des politiques publiques, que de expliquer, chercher quelles sont les réactions des contribuables à tous ces types d'impôts, impôt par impôt, et de donner des indications aux législateurs pour mieux faire, mieux faire cette sélection entre les impôts. Et à la fin, ça rapporte toujours quasiment moins que ce qu'on avait prévu? Alors, quand on invente de nouveaux impôts, c'est souvent le cas. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas tout à fait en tête quelle va être la mise en musique de ces impôts. Lorsqu'on les met en musique, on essaie de se prévenir d'attaques juridiques, et en général, ça rapporte un peu moins, et parfois beaucoup moins. Ça a été le cas de la taxe sur les superprofits, qui n'a rien rapporté quasiment. Mais vous qui baignez dans le sujet, à la fin, là, quand vous voyez l'ensemble des débats sur le budget 2026, c'est quoi votre sentiment? Vous dites il faut tester des choses, vous dites il y a trop d'inventions d'impôts, c'est quoi votre sentiment à la fin des débats? Je pense qu'en la matière, donc, il y a un adage qu'un bon impôt est un vieil impôt. C'est quelque chose qui est très vrai, dans la mesure où, en fait, pour qu'un impôt s'installe, il faut que toute l'architecture fiscale, du législateur jusqu'au fiscaliste, jusqu'au contribuable, s'y soit adaptée. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, et donc il faut le faire avec une main tremblante. L'innovation, ça marche pas très bien en matière d'impôts. Non, c'est-à-dire qu'il faut le faire seulement lorsqu'il y a de manière évidente un trou dans la raquette. Merci beaucoup Laurent Bage d'être venu ce matin.